voulais remercier pour l'invitation. Je n'ai pas la liste des invitants, mais je dirais donc je remercie mesdames les présidentes, messieurs les présidents et toute leur suite de m'avoir joyeusement invité ici à Aurillac, très jolie ville que j'avais dû traverser une fois dans ma vie, mais je ne sais plus quand. Alors tout d'abord, je vais essayer de vous déstabiliser, comme on dit. Vous savez ce que c'est que l'Internet? Ben, pas moi. Parce que c'est essentiellement, on va dire, une mésentente. C'est vraiment un mot qui ne veut plus rien dire du tout maintenant. Il faut dire qu'à l'origine, dans les années, c'était 72-73, lorsqu'on avait des discussions entre les premiers pionniers de l'Internet, il y avait évidemment Winsor, Popcal n'était pas toujours là, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, il y avait des Japonais, il y avait des Américains bien sûr. On a commencé par discuter sur Internetworking, parce que le premier réseau qu'avaient construit les Américains, c'était le réseau qu'on appelait l'ARPANET. Il était construit avec un seul réseau qui était conçu pour ne causer à aucun autre réseau. On dit qu'il était censé être le seul au monde. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas tenir la route en Europe, ce genre de choses. Donc on a tout de suite mis la discussion sur le terrain de communication entre les réseaux d'abord. Alors on a donc dit Internetworking, et puis au bout d'un certain temps, c'est long à écrire, à prononcer Internetworking. Alors, quand on parle vite dans les groupes de travail, ils ont dit Internetwork. Bon, ok, alors on a raccourci le mot, et petit à petit on l'a encore raccourci, ça fait Internet. Bon. Mais à l'époque où on a introduit le mot Internet dans les discussions, ça n'avait strictement rien à voir avec l'Internet d'aujourd'hui. C'était simplement l'infrastructure de communication par paquet qui n'existait pas. À l'époque, il n'y avait pas IP, hein. Il y avait un protocole du réseau ARPANET qui s'appelait NCP, qui n'avait rien à voir avec les datagrammes. Donc, on discutait de la manière de fonctionner, d'avoir un réseau de transmission de données, de paquets, qui soit formé d'un nombre arbitrairement grand de réseaux indépendants. Alors ça, maintenant, on ne l'appelle pas l'Internet, maintenant on n'en parle plus. On en parle que quand on est à l'UIT, mais dans le public, plus personne ne s'intéresse à ça. C'est comme le téléphone, c'est les histoires d'opérateurs. Alors à l'époque, j'avais proposé un nom pour cette partie du réseau, j'avais appelé ça Catenet. Catena, ça veut dire chaîne en latin. Évidemment, les Américains ne comprennent pas le latin, donc ils disaient Internet, je trouvais que c'était plus agréable. En fait, aujourd'hui, on devrait revenir à quelque chose comme ça. Il faudrait utiliser un autre nom pour la partie communication infrastructure, qui n'a rien à voir avec l'Internet que les gens ont dans la tête. Aujourd'hui, l'Internet, c'est n'importe quelle application, n'importe quel service, n'importe quel niveau de protocole. Ça n'a plus aucun sens pratique. C'est simplement un buzzword. Bon, alors ça, on n'y peut rien, c'est le passé, mais on peut essayer quand même de corriger. Alors une autre chose aussi qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'à l'époque, l'ARPANET est considéré comme le premier réseau de communication par paquet. C'est pas vrai du tout. Il y en avait deux autres à l'époque qui étaient commerciaux et qui étaient aussi en cours de construction. C'était Timenet, c'était le réseau de la CITA. La CITA était une compagnie qui était en fait l'espèce de sous-traitant des compagnies aériennes pour échanger les plans de vol et ensuite pour faire de la réservation de place. Donc il y avait déjà, en même temps qu'ARPANET, il y avait deux autres réseaux qui étaient commerciaux, mais la différence avec ARPANET, c'est que c'était des réseaux commerciaux justement. Alors que le réseau ARPANET était un réseau expérimental, d'académique, donc il publiait énormément d'articles, publish or perish en anglais. Hein. Donc il est connu comme étant le premier, mais c'est pas vrai. Il était en même temps que deux autres. Et en fait, c'est même pas le premier. Le premier réseau de paquet commercial, c'était espagnol, dès le RT. C'était un réseau construit par la Compañía Española de Telefónica, la CTD, pour les besoins spécifiques des banquiers espagnols. Évidemment, c'était pas IP, c'était pas des paquets, c'était pas des datagrammes, c'était en séquence, comme ça a été fait très souvent. En fait, c'était quand même les premiers à faire du paquet au niveau commercial.
Les Espagnols sont très contents quand on leur dit ça. Il y en a ici des Espagnols, en fait, non? Il n'y en a pas. Ah, il y a un Espagnol, ok, bravo. Et donc ça, c'est pour l'histoire. Hein. Alors donc après, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'était le plan calcul. Il y avait, la délégation de l'informatique qui avait de l'argent, qui dépendait directement des premiers ministres, qui avait donc du pouvoir. Et on avait aussi créé la C2I. Ça vous dit quelque chose, C2I? Encore des gens qui s'en souviennent? Ben, bravo. Okay. C'était la compagnie industrielle de l'informatique qu'on avait créée pour fabriquer du matériel français. Alors que les administrations à l'époque prenaient surtout du matériel IBM. Donc c'était un grand plan politique. Le plan calcul a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de monnaie aussi. Et à l'époque, c'était quand même la grande affaire du gouvernement. Donc dire qu'on va faire un réseau français pour pas concurrencer, mais faire comme les Américains, de manière à ce que la C2I est une technologie qu'ils pourraient utiliser dans le futur. Donc c'était on m'a téléphoné, on m'a dit est-ce que tu veux faire ça? Je dis ok, d'accord. J'ai quitté la société où je travaillais à l'époque, qui était Simca. C'était moins drôle, c'était espagnol. Bon. Donc il n'y a pas de doute, ça me tentait. J'ai fait le tour des popotes américaines, j'ai vu ce qui faisait de bien, ce qui faisait de mal. Et donc j'ai ramené la tête pleine de ce qu'il fallait faire en France. Il fallait évidemment pas faire du séquentiel sans contrôle de bout en bout, il ne fallait pas faire du matériel spécialisé en hardware, mais il ne fallait pas faire un réseau unique seul au monde, mais un tas de choses comme ça. Et donc j'ai fait le design du réseau Cyclade. Cyclade, c'était l'idée que, vous savez, toutes ces îles Cyclades, c'est un réseau en fait, avec des bateaux qui vont de l'une à l'autre. Ça permettait de dire, voilà, Cyclade, c'est pareil qu'un réseau. Et puis historiquement, c'est des îles qui se sont bagarrées un grand nombre de siècles pour la suprématie. Finalement, c'est Athènes qui a gagné. C'était pas une île d'ailleurs. Alors vous dites, ben, les réseaux informatiques, c'est pareil, on n'arrête pas de se bagarrer. Chacun veut faire à son idée, et il faut arriver à synthétiser ça. Alors maintenant, on voit la première démonstration d'ARPANET, c'était en 1972. La première démonstration de Cyclade, c'était en 1973. C'était pas tellement plus tard, quoi. Donc on a été assez vite. Alors l'idée de faire des datagrammes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la possibilité de transmettre des paquets sans les obliger à passer par un canal préétabli. On dit on les envoie comme des taxis, ils ont une adresse, ils se démerdent pour arriver à la destination. Et ils peuvent avoir plusieurs destinations, ils peuvent arriver par le chemin qui leur convient. Et les ordinateurs qui communiquent entre eux peuvent récupérer s'il y a eu des pertes, ils peuvent éliminer les pertes, éliminer les doubles, etc. Donc finalement, ce sont les ordinateurs qui communiquent entre eux qui ont la responsabilité de la qualité de la communication. Et non pas les réseaux. Parce que les réseaux, on savait bien qu'il y en a de toutes les sortes. Si un seul réseau, ça peut à la rigueur bien marcher, mais plusieurs réseaux ensemble, ça ne peut pas bien marcher. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, ils diront, mais c'est l'autre, c'est pas nous. Donc on n'en sort jamais. Donc il fallait quelque chose qui soit indépendant de la qualité des réseaux intermédiaires. Mais pour les BTP français, avoir des réseaux, reconnaître que des réseaux pouvaient perdre des paquets ou perdre de l'information, ben c'était la honte, évidemment. Il n'était pas possible de commercialiser des choses pareilles. Donc ils n'étaient pas d'accord avec nous, quoi. Et nous, on n'était pas d'accord avec eux non plus, bien sûr. Donc finalement, on a fait deux réseaux. Le réseau, la partie de Cyclade qui faisait les datagrammes, qu'on avait appelé Cyclade, et puis les PTT ont fait leur réseau de paquets qu'ils appelaient RCP, qui était connecté à des machines IBM, l'horreur encore. D'autant plus qu'ils utilisaient comme matériel DEC, qui n'était pas français. Oh là là, le délégué à l'informatique était vraiment furieux. Donc, on s'est bien amusé, parce qu'on était plus ou moins en guéguerre, mais on avait quand même un Yalta, c'est-à-dire qu'ils fournissaient les lignes gratuitement, et on avait conclu que quand leur réseau serait prêt, on le remplacerait, on le mettrait dans Cyclade. Mais comme il a, en fait, on ne peut pas dire qu'il n'avait jamais été prêt, on ne sait pas, toujours est-il qu'on a oublié cette promesse. Et en fait, heureusement, alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que
les PTT ont fait des normes à eux, qui s'appelaient X25. C'était des normes internationales, définies par le CCITT à l'époque. Ça veut dire CCITT. Comité consultatif international télégraphique et téléphonique. C'est un petit peu ringard maintenant. Donc on l'appelle UITT. Ça ne veut plus rien dire, mais c'est mieux. Donc cette norme qui a été définie pour les réseaux de paquets, c'était X25. Alors c'est devenu la norme officielle, obligatoire, pour les PTT qui étaient conformes aux normes, et pas les Américains, parce qu'eux, ils ne suivent pas les normes européennes. Donc, en fait, ça a été un assez gros succès pour l'industrie française, parce que la CESA, à l'époque, qui était le fournisseur de Transpac, a pu aussi placer sa câblotte en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Néerlande, en Hollande, différentes places, dont je ne me souviens plus exactement. Donc, ça a été pour eux une dizaine d'années glorieuses, parce qu'ils vendaient du X25. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Et ils ont repris ce qu'on avait fait, tout simplement. Ils ont adopté les datagrammes parce que ça leur plaisait, du moins parce que, c'est pas que ça leur plaisait à tous, ceux qui avaient fait l'ARPANET au début, ils n'aimaient pas trop, parce que c'était pas ce qu'ils avaient fait. Hein. Mais la population de chercheurs était tout à fait vendue à notre idée. Donc ils ont fait un petit peu pression pour que ce soit les datagrammes qui soient utilisés par l'Internet. Bon, ils ont fait des CPIP qui étaient une variante de ce qu'on avait fait sur Cyclade. Et ce qui fait que pendant 10 ans, ils ont été tranquilles. Parce que les Européens faisaient du X25, mais comme les Américains n'en voulaient pas, eh bien, ils étaient tranquilles, il n'y a pas de concurrent. Mais seulement au bout de 10 ans, X25 a commencé à battre de l'aile, parce qu'il y avait d'autres protocoles qui avaient été utilisés dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Europe du Nord, etc. Et on est passé par divers stades, comme Frame Relay, par exemple. Ça ne veut dire rien, Frame Relay, parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup en France. En fait, c'était un protocole simplifié qui n'était pas X25. Et petit à petit, c'est devenu de l'IP, tout simplement. Et Transpac a été arrêté l'année dernière. Donc, c'est devenu de l'archéologie. On dit, l'idée était bonne, mais pas l'implémentation. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Grâce aux Américains, on a conservé la technique qu'on avait développée en France. Sinon, on l'aurait fini dans un tiroir. Alors après ça n'a pas beaucoup changé. Il y a eu l'Internet a continué à se développer, c'est-à-dire essentiellement la partie infrastructure, c'est-à-dire Caténet, en fait. Alors on a mis des terminaux intelligents, des terminaux avec des écrans, toutes sortes de choses. Un certain nombre de sociétés ont commencé à prendre Internet au sérieux. C'était pas évident, hein, parce que pendant longtemps, on considérait ça comme un gadget de chercheur. Et il y avait même une personnalité américaine très connue qui était Bosch, qui racontait dans ses conférences, il faisait rigoler tout le monde. Il rigolait tout le monde en disant, vous savez ce qu'ils font avec l'Internet? Ils passent des messages. Oh là là, c'est drôle, ça ne servait à rien d'autre. En fait, la messagerie, ce n'était pas considéré à l'époque comme quelque chose d'important. C'était des gens qui faisaient du chat, des choses comme ça. Donc, petit à petit, les industries ont commencé à s'intéresser à ça. Et ça restait quand même très confidentiel, très geek, disons, très technique, jusqu'à quoi? Jusqu'à la toile, c'est-à-dire le web. Et le web, une fois de plus, il n'est pas américain du tout. Le web, il a été créé au CERN, essentiellement par deux personnes. L'une qui s'appelle Berners-Lee, Tim Berners-Lee, c'est un Britannique. Un Britannique qui parle anglais, évidemment. Et Robert Caillot, un Belge, qui parle anglais aussi, mais Caillot, comment ça s'écrit en anglais? Pas possible, c'est AI2LIAU. Donc il n'est pas connu. Mais c'est lui et Tim Berners-Lee qui ont fait le web. Et en tout cas, Berners-Lee a fait un petit peu les concepts, l'HTML, et Caillot a fait l'implémentation. Il a poussé ça dans les arcades bureaucratiques du CERN. C'était pas non plus évident, parce que le CERN, c'était essentiellement dévoué à la physique des hautes énergies. Alors, dans la physique des hautes énergies, qu'est-ce qu'on fait à faire de l'HTML? Ça n'a rien à voir. Donc, il a fallu se bagarrer pas mal. Donc, dans toutes ces constructions de réseau, il y a toujours une grosse partie bagarre. Bagarre, non pas à un niveau le plus élevé, mais au niveau de l'implémentation, parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas bouger.
Donc on a eu la toile. Et la toile, à partir de là, ça a révolutionné parce qu'ils ont découvert, d'autres gens ont découvert qu'ils pouvaient se servir de l'Internet directement. Taper des trucs, ça marchait. On dirait, mais c'était du Minitel, ça. Ah oui, c'est vrai. En fait, finalement, les idées du Minitel ont été transposées dans le web. Mais d'une manière qui était indépendante de la physique du terminal. Le Minitel, il était extrêmement dépendant de la physique du terminal. C'est pour ça qu'il a vieilli. Et on l'a arrêté l'an dernier aussi. Il a quand même duré 40 ans, hein. Ben non, tant peut-être. Ce qui est pas mal pour un truc arriéré, comme on le dit. Hein. Ben moi, au début, j'étais très contre le Minitel. Il n'y avait même pas de retour chariot. Vous vous rendez compte? Parce que les gars qui avaient fait ça, ils voulaient justement pas faire comme les programmeurs, comme les informaticiens qui avaient des retours chariots, qui avaient des commandes, c'était affreux. Donc pas de retour chariot, des lignes de 40 caractères, il fallait taper des caractères spéciaux si on voulait mettre des majuscules, des choses comme ça. Et finalement c'est devenu très intéressant parce que dans tous les bureaux, après, il y avait un Minitel sur le bureau. Et les secrétaires, on ne disait pas encore assistantes à l'époque, on disait secrétaire. Et donc elles pouvaient réserver des places de train, d'avion, ou bien interroger le journal officiel, etc. Un tas de petites choses comme ça, qui étaient très faciles à faire. Moi, je sais que quand je voulais avoir la météo, je le faisais sur le Minitel, c'était beaucoup plus rapide que l'Internet. Hein. Donc finalement, ça formait les Français. Autrefois, toucher un clavier, c'était vraiment une décadence, parce que c'était du travail de secrétaire. Alors que les ingénieurs, avec le Minitel, ils se sont mis à taper, vous vous rendez compte. Le traitement de texte, ça a aussi accéléré pas mal des choses. Hein. Alors, les 30 années futures. Alors, donc, les 30 années futures, c'est le drame. Le drame, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un petit monstre avec lequel on peut tout faire, y compris des choses pas bien du tout, pas convenables, de la porno, de l'anti-juif, de l'anti-arabe, de l'anti-dieu, de l'anti-ce que vous voulez, enfin toutes sortes de choses qui sont en général pas très acceptables par les gens bien, soit politiquement, soit pour d'autres raisons. Ce qui fait qu'on voudrait avoir des frontières maintenant, on voudrait recréer des frontières dans l'Internet, mais c'est pas facile du tout. Et ça, on ne peut rien changer maintenant, c'est trop tard. L'Internet est complètement poreux. Alors, il y a des pays qui essayent, la Chine réussit pas mal. Quand même, ils ont 1 milliard 200 millions, 300 millions de gens qui ne peuvent pas tous les surveiller quand même, c'est pas la NSA. Mais ils y arrivent pas mal, ils ont plein de policiers pour faire ça. Hein. Donc ils laissent passer un certain nombre de choses, mais ça leur permet de savoir qui est pas bien, quels sont les gens pas bien. Puis de temps à autre, crac, il y a une répression, on en met quelques milliers en prison, on en fusille quelques-uns, et puis ça recommence. Quoi. Et ils réussissent assez bien à maintenir leur muraille, mais ailleurs qu'en Chine, on n'y est pas arrivé. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que depuis qu'on sait, on sait depuis 2005 que l'Internet est complètement espionné par la NSA. Ça a été publié aux États-Unis, mais on n'a pas voulu le croire. On a accepté de le croire avec Snowden, parce qu'il y a eu l'affaire médiatique. C'est-à-dire que maintenant, plus personne n'a confiance dans l'Internet. Du moins, ceux qui ont encore confiance ne vont pas tarder à changer d'avis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va commencer à ramener ces données chez soi. Après les avoir mis dans le cloud, hein, on va les ramener dans ses poches. Et maintenant, il y a un tas d'industriels américains qui brament parce qu'ils disent on va perdre 300 millions de chiffre d'affaires avec l'histoire du cloud, parce que maintenant les Européens n'en veulent plus. Bon. Donc ça bouleverse complètement le paysage. Donc ce qu'il nous faut, c'est un Internet maintenant qui soit un Internet de confiance. Et ça, on peut le faire, Il y a la techno, on a déjà les protos. Mais malheureusement, on n'a pas envie. Parce que d'abord, il y a, toute une classe de gens qui ont entre 55 et 75 qui sont les pionniers de l'Internet, hein, ou même plus. Même plus. Et eux, ils ont promis que ça change.
parce qu'ils connaissent bien Internet actuel. Donc il y a un problème, on pourrait dire, de génération. Une deuxième raison, c'est que les États-Unis considèrent que l'Internet, c'est à eux. Ils disent, c'est nous qui l'avons fait. Bon, évidemment, c'est ce qu'ils racontent. Enfin, comme je vous l'ai dit, ils n'en ont fait qu'une partie. Donc ils veulent le garder à eux. Et ils disent, si on se met à changer, il y a des gens qui vont se mettre à faire d'autres choses, qui vont faire des implémentations différentes, ils vont avoir des tas d'idées, et on va perdre le contrôle de l'Internet. Donc ça, ils ne veulent pas du tout, ils veulent le garder. Hein, parce que c'est le réseau d'espionnage du monde entier. Alors évidemment, c'est mal vu, ça ne va peut-être pas rester, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas facile à changer, parce que les capteurs de la NSA sont un peu partout. Donc aujourd'hui, si on veut faire un nouvel Internet, il faut une véritable volonté politique. Il faut un peu d'argent, mais au départ, c'est pas très cher. C'est de la recherche. La recherche, ça coûte le 10e de l'industrie. Donc aujourd'hui, on a déjà des protos, on peut faire des applicatifs dessus, démontrer que ça marche pour des applications, démontrer qu'on peut avoir un système de transition compatible avec l'Internet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Mais il manque peut-être l'allumette et la décision politique quelque part qui dit on va le faire. Alors ça peut être... Alors Louis, pardon, je vais vous couper, parce que là vous avez commencé à déflorer votre propos de demain. Ok, parce que termine demain, c'est ça. Derrière, le rôle des élus et la volonté politique, c'est justement les pistes que vous déciderez demain en clôture de Ruralitique à 7h30. Donc je voudrais que vous contactiez le plus